Donc bonjour Florinette, bienvenue sur le podcast. Ça me fait très plaisir que tu acceptes de participer. Bonjour Jessica, merci à toi de m'inviter, ça me touche beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour donc ceux qui ne te connaissent pas, nous on avait commencé à bavarder un peu hors interview. Et je te laisse un petit peu nous dire qui tu es, quel est ton parcours, et puis on embrayera sur ça. D'accord. Je suis donc Florinette, je suis conseillère praticienne en fleurs de bac et présidente de l'association Les Lectures de Florinette, dont le but est de venir en aide aux personnes qui ont subi, après avoir subi un deuil ou alors qui ont été atteints d'une maladie ou qui ont vécu euh, des adversités dans leur vie, se posent des questions après existentielles. Et donc, le but, c'est de proposer déjà des ouvrages autour de ça et surtout de faire des rencontres et des partages autour des tables rondes, autour de conférences, autour d'ateliers pour vraiment parler, partager de tout ce qui les pèse et puis de toutes ces questions qu'on pourrait aborder ensemble. D'où est venue l'idée de créer en fait cette association? Oh, ça fait très longtemps que j'ai ça en tête. Parce que moi aussi, j'ai été touchée par beaucoup de deuil dans ma famille, surtout du côté de ma mère. Toute la lignée de ma mère est partie. Mhm. Et donc, ça m'a posé beaucoup de questions sur la vie, sur qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, quel est le but, qui nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous. Voilà, c'est tout ça. Mais déjà très tôt, j'ai été spectatrice et même témoin de phénomènes paranormaux qui sont, on appelle paranormaux, jusqu'à temps qu'ils arrivent à être normaux, je veux dire normalisés, on Mhm. va dire, par la science, même si certaines scientifiques quand même commencent à en parler et à se dire que oui, il y a des choses qui interviennent dans notre monde visible et qu'on ne peut pas expliquer. Donc ça commence à être admis Ça commence par à certains. bouger. Ouais. Voilà, c'est ça. Mm, mm. Et moi, voilà, quand j'ai vu ça déjà très jeune, surtout j'avais déjà une maman ouverte à ça, ce qui aussi aide. C'est qu'un jour, voilà, je vais raconter ce qui m'est arrivé. C'est que j'étais en train d'aider ma maman à ranger le linge. J'avais 11-12 ans, donc dans sa chambre, à plier le linge. Et d'un seul coup, la lumière de la table de nuit s'est allumée et éteinte 3 fois. Ma mère me regarde et elle me dit, ta grand-mère vient de partir, de décéder. Moi, je regarde ma mère, je comprends pas. Je regarde la lampe, je regarde ma mère et le téléphone dans le salon sonne. Mhm. Maman va décrocher. Elle revient. Elle me dit, bah, c'était l'hôpital. Effectivement, il confirme, ta grand-mère vient de mourir. Et là, moi, j'ai fait une relation. J'ai dit, il y a quelque chose. Ça Mhm. veut dire quoi? Donc, maman m'a expliqué après qu'elle était venue nous dire au revoir, nous dire qu'elle nous a fait un signe pour dire qu'elle était partie. Mais bon, quand on a 11-12 ans, voilà, on se dit qu'est-ce qui vient de se passer, il faut que je comprenne. Et voilà, tout ça, c'est une petite graine qui a germé par la suite, même si en grandissant, j'ai un petit peu mis ça de côté. Mais malgré tout, c'est revenu après quand on a subi d'autres décès dans la famille. Mhm. Donc, tu as été élevée un petit peu, enfin, dans la spiritualité ou c'était juste cette anecdote-là? Ou peut-être Non, dans la religion ou les deux ah ou non, non, aucun? non, non, il n'y avait pas de religion. C'est vraiment, c'était juste cette anecdote-là. Mais après, parce que j'avais pas vraiment des parents qui parlaient de ça. Je veux dire, voilà, maman, ça a été comme ça a été soudain. Puis Mhm. après, voilà, c'était tout, comme si c'était quelque chose de naturel. Mais je la savais quand même ouverte à ça. Mais vu que, bon, bah, après, il n'y a pas eu d'autres décès, on est passé à autre chose. Moi, simplement, c'est resté ancré en moi. Mhm. Oui, Mais ça t'a après, non, marqué, ça. voilà, ça m'a Mm, marqué. Mais après, mm. non, on n'en discutait pas spécialement à table. Non, c'était tout. On reprenait notre vie et voilà. Mais c'est après, c'est plus tard, quand mon petit frère est décédé et que maman l'a suivi un an après. Là, ça a réveillé beaucoup de choses en moi. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, ce que tu décris, le phénomène de la lampe qui s'allume, s'éteint, je pense que c'est ce que Evelyne Elsa Esser appelle le VSCD, le Mm. vécu subjectif de contact avec un défunt. Elle a écrit un livre dessus, je suis certaine que tu l'as lu, Quand les défunts viennent à nous.
Mhm. Et donc, c'est quand même un très grand travail de recherche où elle a collecté beaucoup de témoignages et de questionnaires. Et oui, parce que les signaux électriques, les lumières qui clignotent, les appareils qui se mettent en marche, etc., c'est typique de mode de communication depuis l'invisible. En fait, ça a à voir Tout à avec fait. l'énergie, l'électricité, voilà, les vibrations. Ce qui est intéressant, c'est que ta maman a fait le rapprochement parce que quelqu'un de enfin, de purement cartésien va dire, il y a un problème électrique en Ouais, fait. c'est ça, il y a mauvais contact. Et elle a fait le lien Ah oui, tout de suite en fait. Mm, de suite. mm. Ah oui, oui, oui. Et du coup, cet événement-là enfin, qui peut paraître mineur, comme il a fait sens, c'est resté ancré pendant toutes les années avec précision, je Ah suppose, oui, dans ta complètement. mémoire. Ah oui, Donc oui. c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Non, non, tout à fait. Et puis après, ben, j'ai essayé, moi, de mon côté, de comprendre ce qui s'était passé plus tard. C'est toujours resté, moi, dans un coin de ma tête. Dans un coin de ma tête. Dommage, à cette époque-là, ben, il n'y avait pas vraiment d'ouvrage là-dessus. Euh, c'est sûr qu'après, c'est le docteur Raymond Moody qui a Mhm. commencé à écrire sur tout ça, mais surtout, lui, c'était surtout sur les expériences de mort imminente. Alors, il y avait d'abord Mhm. Elisabeth Kubler-Ross qui a écrit aussi d'abord là-dessus, de toutes ses recherches. Mais en France, enfin, moi, je les avais pas vraiment dans ces livres-là à la médiathèque, puisque nous, on Oui. était inscrits à la bibliothèque du village. Il n'y avait pas ces livres-là. Moi, c'est arrivé beaucoup plus tard que vraiment je suis tombée sur ces écrits et puis j'ai trouvé des réponses. Comme tu dis, ces signes avec l'électricité, ils en Mm, parlaient. mm, Ils en mm. parlaient aussi. Ouais. Et les visites alors là, on parle encore de contact, de vécu subjectif, de contact avec les défunts, mais de visites au moment de la mort ou juste avant ou juste quelques minutes après. La personne ne peut pas savoir que l'événement est déjà arrivé, mais la personne vient Mm. pour dire au revoir. C'est une belle expérience, ça. C'est une très belle expérience. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, t'as mis... Oui, vas-y. Non, non, je veux dire, il faut pas avoir peur. C'est vrai qu'on pourrait se demander parce qu'ils apparaissent comme ça. Et il y a des gens, bah, ils comprennent pas parce que ceux qui ne sont pas préparés à ça. Alors, j'ai souvent remarqué que ceux qui ne sont pas préparés à ça, le défunt n'apparaît pas devant la personne, va apparaître devant un voisin ou devant quelqu'un de la famille. Mhm, Alors mhm, que, alors, j'ai remarqué ça. Mais par contre, oui, ça arrive qu'ils vont apparaître devant la personne qui n'est pas préparée. Mais souvent, ce sont parce que c'est une maman ou un père, voilà. Et ouais, c'est assez incroyable parce que les gens, soit ils ont peur, ils se demandent ce qui se passe, s'ils n'ont pas halluciné, mais d'un seul coup, ils ressentent que quelque chose ne va pas, que mhm, quelque chose s'est passé. Et là, ils ont l'information très peu de temps après. mhm. Ouais. Alors, j'ai noté que tu avais mis phénomènes paranormaux au pluriel. Ça veut dire que tu as d'autres expériences ou qui sont peut-être intimes et que tu veux pas forcément partager, Non, mais non, j'en ai eu beaucoup. Non, non, j'en ai eu beaucoup, surtout après le décès de mon petit frère. Euh, j'ai eu des signes. J'ai eu des signes de lui. Je m'en souviens que quand il est parti, avec maman, ben, il y a tout. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible, je trouve. Toutes les démarches administratives, parce que quand vous perdez quelqu'un à l'hôpital, de suite, on vous demande d'aller aux pompes funèbres. C'est dans Mhm. l'heure. Ah Donc de ouais, se retrouver d'accord. devant, et oui, de se retrouver, alors déjà à maman pour pousser la porte des pompes funèbres, alors que C'est compliqué. Mm, compliqué, mm. voilà. Et puis vous vous retrouvez devant des cercueils complètement alignés contre un mur et on vous demande de choisir. Ah, C'était c'est ça, hein. violent C'est psychologiquement, violent, ça. Ouais, c'est horrible, c'est inhumain. ouais. Et donc ma mère n'a pas pu, donc je l'ai fait avec mon père. Et en rentrant chez moi, parce que j'ai voulu rester après prendre mes affaires pour rester avec mes parents, je suis arrivée dans ma salle de bain et je m'en souviendrai toujours, j'avais un petit gobelet pour le rince-bouche. Puis je préparais, je prenais ma brosse à dents, tout ça. Et d'un seul coup, je vois arriver sur ma droite le gobelet qui vient comme ça contre moi. Et quand il est arrivé contre moi, ben, bien sûr, je l'ai rattrapé et j'ai senti une joie m'envahir. Je me suis tellement cette joie, elle était puissante. Je me suis assise sur le bord de la baignoire et je savais que c'était mon frère. Je le savais, c'était Mm. un mélange de joie et de larmes que je ressentais. Et je lui dis, mais c'est toi, je le sais. On ne peut pas Waouh. l'expliquer, Mhm. on le sait. C'est en nous, ça vibre.
Et Oui, voilà, ça, c'était un signe de mon frère. Donc, quand j'en ai parlé à ma mère, euh, elle a attendu, elle voulait un signe de mon frère et elle l'a pas eu. Les jours d'après, elle l'a pas eu. Donc là, elle comprenait pas. Mais elle était tellement dans sa peine, oui. dans sa douleur d'avoir perdu Francky, que ben, je pense qu'elle pouvait pas. Elle pouvait pas les avoir, ou même, elle pouvait peut-être même pas les voir. Mm. Et puis un jour, comme ça, on était dans sa chambre, elle était au lit, et mon père vaquait dans les pièces à côté. Et puis on parle de Francky. Et l'armoire de la chambre se met à taper 3 fois. Tam, tam, tam. Et on se regarde, et puis maman, elle fait, oh, mais c'est encore ton père. Nanana. Donc, on continue la discussion. Hop, rebolote, ça frappe 3 fois. Et ma mère, elle dit, écoute, c'est pas drôle de faire ça. Et mon père arrive, il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, arrête de taper comme ça pour dire que bah, c'est un fantôme, quoi. Et au moment où elle dit ça, l'armoire refait ses 3 coups. Et là, on s'est dit, bon, bah, c'est Franck. Voilà, c'est des signes comme ça qu'on a eu, qu'on a vécu. Et puis après, ben, un an après, ma mère a suivi mon frère. Donc j'ai perdu ma maman. Et là, ça a été incroyable. Là, j'ai eu beaucoup de signes à travers l'électricité. Alors le plus gros, ça a été, ben, j'étais pas bien du tout parce que j'étais très proche de ma mère et ben, j'étais dans ma peine. Et puis j'ai dit à ma mère, écoute, aide-moi, j'aimerais bien savoir si ça va, où tu es et tout ça. Et puis après, bon, ben, je continuais ce que je faisais. Et d'un seul coup, j'ai entendu mais un barouf dans la cuisine. Je suis allée voir et c'était la machine à laver qui s'était mise en marche toute seule. Donc au début, j'ai Mhm. commencé à me dire, tiens, c'est bizarre, comment elle a pu se mettre en marche? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est pas un dérèglement de la machine à laver? J'ai tout débranché, j'ai rebranché. Puis après, je me suis dit, quand même, c'est étrange parce que pour la faire démarrer, il faut appuyer sur 2 boutons. Mhm. Donc là, et puis elle l'a jamais fait, hein. Je te dis ça, il y a plus de 20 ans. Donc voilà quoi, c'est très bizarre. C'est tous ces signes, ça m'a vraiment apporté la confirmation que oui, la mort n'est qu'un passage vers une autre forme de vie. Donc toi, tu étais évidemment plongée dans la douleur au décès de ton frère et puis au décès de ta maman. Ces signes-là, est-ce que tu peux dire qu'ils t'ont apporté un apaisement immédiat? Est-ce que ça a changé ta façon alors pas faire, mais de commencer à cheminer dans ton deuil? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ça m'a vraiment amené à poser un autre regard. Bon, même si je l'avais déjà, mais là, c'était plus fort parce que je me suis dit, OK, on n'est que de passage. Donc, ce passage est important et très important. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai eu envie, après ça, de me dire, mais j'aimerais que les gens aussi vivent ça, Mhm. vivent ce déclic de se dire, mais attendez, on n'est pas là fait de chair et de sang pour mourir, se retrouver 6 pieds sous terre et puis terminer. Non, il y a autre chose de plus merveilleux. Cette vie est merveilleuse, c'est vraiment un cadeau. Donc, en fin de compte, il faut la vivre pleinement, il faut la vivre joyeusement. Et surtout, il faut la vivre en aimant les autres, en s'aimant d'abord pour aimer les autres. Ça, c'est très important. Et j'ai appris tout ça. Et j'ai remarqué qu'en lisant ces ouvrages, petit à petit, ben, c'est comme ça que j'ai compris tout ça aussi. J'ai même trouvé confirmation de tout ce que je ressentais déjà en moi. Ouais. Et je me suis, voilà, et ça a changé ma vision du monde, ça a changé ma vie, parce que je me suis dit, ben, on n'est pas là aussi pour travailler, faire un boulot style alimentaire qui nous détruit psychologiquement. Non, je pense qu'on a cette capacité à créer notre propre vie. Et il faut Wow, donc ouais. enlever ben, toutes ces peurs, en fin de compte, faut se déconditionner de la société. Que la société dit, ben non, voilà, faut travailler, faut ceci, il faut pour avoir une maison, pour avoir ceci, mais tout ça, c'est que du matériel. Mhm. Parce qu'en fin de compte, quand on disparaît, ben, c'est fini, on n'emmène pas tout ça avec nous. Et il y a des gens qui se retrouvent, mais sous des tonnes de crédits, parce qu'ils ont besoin de ci, parce qu'ils ont besoin de ça, mais eux, là-dedans, où ils sont? Où ils sont là-dedans? Et c'est des personnes, moi je le remarque déjà avec mon activité, c'est des personnes qui sont
mais malheureuses parce que elles ont compris qu'elles ont gâché quelque chose. Quand j'ai travaillé en maison de retraite, parce que je suis restée 2 ans dans une maison de retraite, j'ai parlé de tout ça aux personnes âgées qui sont en fin de vie. Enfin, je veux dire, quand on arrive dans une maison de retraite à un certain âge, j'ai vu des personnes même que j'ai vu alité dans leur lit. Et souvent, c'est des personnes qui regrettaient énormément de choses, énormément de choses. Et ça aussi, ça m'a éveillée pour me dire, mais pourquoi mourir avec autant de regrets? Mhm. Pourquoi? Je veux dire, on a cette vie, il faut qu'on fasse quelque chose de cette vie. Voilà, donc voilà. Effectivement, ça a beaucoup changé. Toutes mes expériences m'ont changé, m'ont fait grandir, en fin de compte. Même si elles étaient dures, mais je pense que la souffrance est notre plus grand professeur. Et là, des fois, il faut passer par la souffrance et on n'est peut-être pas obligé. Il y a des livres qui nous aident à ça, à nous éveiller, à se dire, mais oui, il se passe quelque chose. Alors, ouvrons-nous à ça. Oui, bah, tout à fait. Bah, c'est exactement là où j'en suis en ce moment. La croisée de chemin, le pivot, le travail plus traditionnel qu'on laisse de côté pour faire quelque chose qui a plus de sens avec les nouvelles connaissances qu'on a acquis au fil des lectures et qui changent complètement la vision du monde, de la vie, de la mort, de l'après-vie. Donc, d'où la création de ce podcast. En fait, j'ai l'impression que du coup, tu as quelques wagons d'avance sur moi, mais que tu es passé par tout ce que j'ai traversé et c'est tellement rassurant d'entendre ces mots. Et c'est exactement l'idée avec le podcast aussi, de permettre aux gens d'avoir accès à ces contenus et à cette réflexion. Après, ça résonne ou pas, parce qu'il y a des gens, tu peux leur dire ce que tu veux, il n'y a pas encore cette ouverture. Ça sera peut-être pas dans cette vie-là, ou peut-être plus tard, ou suite à un événement déclencheur qui peut être effectivement un deuil. Mais je suis d'accord avec toi que, en fait, maintenant, il y a énormément de ressources, il y a d'ouvrages, etc. Le truc, c'est que on, on tombe pas dessus par hasard. Moi, je savais pas qu'il y avait toute cette littérature qui existait, quoi. Et en fait, c'est un puissant fond, hein. Il y a énormément Oui, de choses. oui, oh Ouais. que oui, oh que oui. Et il y en a de plus en plus parce que c'est vrai qu'avant les témoignages d'expérienceurs, ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, il y en avait très peu. Bon, ils étaient tous regroupés dans le livre de Raymond Moody, Mhm. mais en France, il n'y en avait pas des témoignages français. Maintenant, il en arrive de plus en plus. Et Ouais. c'est tellement enrichissant parce que chacun vit à sa façon. Je veux dire, vit cette approche de la mort ou même ils flirtent, ils sont à la frontière de la mort. Ce qu'on dit, oui, expérience de mort imminente, ce qui ne sont pas imminents, c'est que c'est pas encore arrivé. Mais c'est pour ça que j'aime bien le terme du docteur Jean-Jacques Charbonnier qui dit expérience de mort provisoire, parce qu'en définitive, ils sont morts provisoirement. Oui, parce que quand ils ont été, pour certains, déclarés morts cliniquement. Il y en a même qui ont été réveillés, qui se sont réveillés à la morgue. Donc, il y a des témoignages comme ça et c'est extrêmement enrichissant quand on les lit parce qu'on voit que tout ce qu'ils ont pu vivre, tout ce qu'ils ont pu décrire et même qu'ils rapportent ça aux médecins. Parce que c'est ça aussi qui est étonnant, c'est quand ils ont l'encéphalogramme plat, l'électrocardiogramme plat et qu'ils arrivent une fois qu'ils sont ranimés à dire «Oh, mais je me suis baladé dans le couloir de l'hôpital, j'ai vu ça dans une chambre, j'ai vu ça dans une chambre» et que le Ouais. médecin va vérifier que c'est vrai. Ou même ce que le médecin pensait à ce moment-là, ou les paroles qu'il a dit, ou que quelqu'un faisait dans un autre C'est lieu, ça. un autre lieu géographique. Oui, oui. Il y a énormément de dénominateurs communs. Enfin, en fait, euh, ouais, il y en a des milliers de témoignages et il y en a encore certainement des milliers qui n'ont pas donné leur témoignage puisqu'ils ont peur qu'on les prenne pour des frappadingues, hein. Donc Et toi, pourtant, Oui? je trouve que c'est important de s'intéresser de savoir qu'est-ce que la mort. Qu'est-ce que la mort? Alors en sanskrit, ça veut dire, la mort se dit mur, ce qui veut dire vie. Alors déjà, ça n'a plus rien à voir. Mhm. Il y a beaucoup de pays dont la mort, c'est qu'un passage. Nous, occidentaux, nous, on voit la mort comme une finitude. Mhm. Mais quand on remonte au Moyen Âge ou même un petit peu avant, on avait le guide du bien mourir qui s'appelait Lars Moriandi.
on avait ce guide comme ont les Tibétains, le livre des morts tibétain, comme l'Égyptien, le Oui. livre des morts égyptien. On avait ce livre-là. Et dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on voit? Des illustrations. On voit une personne qui est décédée et dont on veille le corps. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient nos arrière-arrière-grands-pères quand il y avait un décès dans le village? On veillait les corps. On veillait les corps. On parlait aux morts. On lui souhaitait presque bonne route. Mm. On n'était pas là à mettre un drap dessus. Surtout, faut pas voir la mort. Maintenant, on en est arrivé là, à dire vite, vite, il est mort, dans un tiroir, à la morgue, hop, hop, on n'en parle plus. Surtout pas, faut pas prononcer le mot mort au cas où on l'attraperait. Moi, je trouve ça terrible, Oui. terrible. Alors qu'avant, on pouvait parler des morts, on veillait nos morts. Pour moi, c'était plus sain. Et Il y là, a même des cultures où on donc le fête la décès d'une mort. personne est une célébration. Alors pour nous, avec nos Exactement. codes culturels, c'est impensable d'être joyeux quand Voilà. quelque chose comme ça arrive. Mais C'est ça, tout à fait. Et pourtant, j'ai vu les dégâts parce que quand j'ai travaillé en maison de retraite, je me souviens d'une dame, et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Elle était alitée depuis plus d'un an en position fétale oh, et on me disait, bon, ben, faut que tu lui donnes son petit déjeuner, mais à la petite cuillère, si elle veut bien ouvrir la bouche, tout ça, tout ça. Bon, le matin, je viens, donc plusieurs matins comme ça, puis à un moment, je dis, non, c'est pas humain de laisser des gens comme ça. Je veux dire, c'est horrible. Je vois bien qu'elle s'accrochait. Mais elle s'accrochait pourquoi? Parce qu'elle avait peur de la mort. Et la peur de la mort, c'est une peur atroce. Donc, à un moment, j'ai dit, OK. Ben, je me suis assise au bord de son lit et je lui ai parlé des expériences de mort imminente. Je lui ai cité quelques témoignages, je lui ai cité des noms de médecins. Elle me regardait avec des yeux grands ouverts. Je lui caressais la joue pour lui parler de la lumière et tout ça. Et puis après, bon, bah, je suis sortie de sa chambre. Et puis le lendemain, quand je commençais à préparer son plateau de petit déjeuner, ben, j'ai ma référente qui est venue et qui m'a dit, ben non, c'est pas la peine, elle est morte cette nuit. Ben, je pense que voilà, je pense qu'il y a un moment où parler de la mort est important. Moi, j'ai vu ces souffrances-là, j'ai vu ces corps, mais se recroqueviller, c'est terrible. Et c'est là que j'ai vu que la mort, la peur de la mort, elle est horrible. elle voulait pas lâcher Elle voulait la vie pas, en mais fait. non, Ouais, parce ouais, ouais, qu'elle ouais, va vers l'inconnu. ouais. Si elle a l'image de se retrouver sous terre, c'est horrible cette image. Mm. Et il y a de quoi, il y a de quoi s'accrocher à la vie. Donc non, non, moi je pense que c'est très important de parler de la mort et pas attendre qu'on soit arrivé, je veux dire, à la limite de la vie. Je pense que la mort, c'est à parler comme ça, comme on parle de la vie. Faut pas avoir peur d'en parler. Je trouve que c'est dommage encore que dès qu'on parle de la mort, ah ouais, non, 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 attends. Là, j'ai tout l'avenir devant moi, je suis jeune. Oui, mais mon frère, il avait 27 ans. Non, je veux dire, la mort peut nous frapper à n'importe quel moment. Mm. Il y en a, voilà, je veux dire, la vie est extrêmement fragile. La minute d'après, elle peut être hypothétique. On n'en sait rien. On n'en sait rien après, si demain on sera là, on ne sait pas. Donc c'est bien, je trouve, que maintenant, de s'y intéresser maintenant, de pouvoir se pencher sur tous ces ouvrages, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est ces ouvrages? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ben, la vie, la joie, l'espoir, et c'est magnifique. C'est pas triste de lire des ouvrages comme ça, pas Non, du tout, ni pas du triste, tout. ni sordide, ni Non, voilà, macabre, juste pour ça, clarifier en fait. c'est Mm. ça, au contraire, c'est des ouvrages qui nous allègent. Ouais. Bah alors, t'en as lu un sacré paquet. Je ne sais pas en quelle année t'as commencé. Mais ni combien tu en as, mais pour avoir regardé. Alors d'ailleurs, c'est un portail de ressources qui sont pas que. Alors tu t'appelles les lectures de Florinette, mais c'est pas que des livres, parce qu'il y a aussi des revues, des sites internet, des chaînes télé, YouTube, des documentaires, des conférences. Donc tu rassembles des ressources variées pour que et pour chaque une de ces chroniques, tu vas donc faire un résumé, faire ton retour de lecture. Et aussi, alors j'aime bien cette partie pour aller plus loin, si les auteurs ont réalisé des interviews, vidéos, audio, etc., tu les inclus. Donc si on veut creuser, il y a matière à. Et dans ton travail de fourmi, tout est répertorié, alors soit par auteur, soit par titre, soit par catégorie, et il y en a un paquet. Donc, à titre d'exemple, l'éveil des consciences, les contacts avec l'invisible, les témoignages. Donc ça serait par exemple mon histoire à moi. Euh,
la quête intérieure, un peu là où j'en suis d'ailleurs, la médiumnité, la médecine, ce que dit la science, les expériences de mort imminente, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, tu les as tous lus, je suppose, Non, non, de... non. Non? Alors là, Ah non? là, ce que tu cites, c'est le catalogue de l'association. C'est-à-dire, c'est que tous les livres que je mets euh, en prêt À pour les disposition, oui. adhérents, ou si les personnes ne veulent pas s'adhérer, ils ont la possibilité de louer l'ouvrage. Alors pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que tous ces ouvrages-là, on ne les trouve pas ni en médiathèque. On Mhm. peut en trouver à la FNAC, mais il n'y en a pas beaucoup, chez Cultura non plus. Bien sûr, on va les commander sur d'autres sites, mais les personnes n'osent pas commander ce genre de livre. Et là, quand il y a des personnes qui, par exemple, qui me louent un ouvrage, c'est arrivé récemment, elle va prendre le livre et au bout de quelques pages, elle revient avec le livre. Elle me dit, ah, mais j'adore ça, je vais me l'acheter. Voilà. Pour moi, mon but, c'est Ah. ça. C'est Mhm. qu'ils puissent avoir accès à ces livres-là, qu'ils puissent les louer pour 50 centimes, 1 euro. Moi, pour moi, les prix sont vraiment mais bas. Mais c'est pas Ouais. pour. L'association n'est pas là pour faire de l'argent. L'association est là pour ouvrir. euh, ces sujets pour ouvrir tous ces livres aux personnes qui seraient intéressées par ces thèmes-là, mais qui n'osent pas faire le premier pas. J'en vois beaucoup devant comme ça, ces rayons qu'on appelle ésotériques, et mais j'aime pas vraiment ce terme-là. Oui, oui, ça fait un peu Et, sorcellerie. On les les met gens pas n'aiment dans pas le ça même parce que ça registre. fait, voilà, Mm, ça mm. fait trop New Age, ça fait, Ouais. voilà. Donc moi, non, 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 il y a pas du tout d'ésotérie. Enfin, je n'emploierais pas ce mot-là. Pour moi, c'est des ouvrages de vie. Et donc, ben, c'est des ouvrages qui nous parlent et je trouve que c'est intéressant que les gens puissent en avoir accès. Et après, de toute façon, ils vont suivre l'auteur. Parce que bien sûr, j'ai pas, il y en a qui écrivent beaucoup, j'ai pas tous les livres de tous les auteurs. Mais au moins, ça leur permet de mettre un premier pas, un premier pied dans ces thèmes-là. Et après, ils n'auront plus peur d'en acheter. Ils oseront soit commander ce genre de livre, soit les feuilleter. Mais on voit bien, on a l'impression, ils sont là, ils regardent, ils disent, ouais, mais c'est quoi ça? Alors Donc, ça, je suis surprise parce que je m'attendais pas à entendre que les gens avaient peur mm. de commenter un livre ou d'ouvrir ce type de livre. Mais parce qu'ils savent pas ce qu'il y a Et- dedans. ouais. Ils savent pas, ils savent pas. Et puis, parce que pour les personnes qui n'ont jamais lu ce genre de sujet, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont voir? La couverture peut être très belle, mais qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur? Est-ce que ça va pas être trop perché, comme ils disent? Oui. Moi, je sais que j'ai souvent conseillé, et c'est comme ça que ça m'est venu l'idée, quand j'allais acheter des livres à la FNAC, des personnes qui étaient devant, je les sentais perdues, et puis bah, je me disais, vous voulez que je vous aide, de vous donner un conseil? Bah Mhm. ouais, parce que là, je sais pas quoi choisir, je sais pas si celui-là est bien, je sais pas si, voilà. Et donc, bah, je disais, bah voilà, j'essayais de les guider au mieux sans imposer l'ouvrage, parce que ça, c'est à la personne de ressentir vraiment ce qu'elle a envie de lire. Mais moi, je lui disais, voilà, celui-là est bien, celui-là est bien, celui-là est bien. Voilà, après, c'est à elle de faire son choix. Et donc, bah, c'est ce que je fais avec mon association. J'ouvre le catalogue pour les personnes qui puissent, bah, comme ça, ils ont la quatrième de couverture, ils voient et puis peuvent venir, et puis, bah, parce que j'ai plus de 1500 livres, donc ils Mm. peuvent venir les feuilleter, et puis voilà, j'ai juste ça, au lieu de dire, bah ouais, mais moi j'ai mis X euros dans un livre et ça me plaît pas. Là, au moins, ils ont accès à ce livre. Et puis, si ça lui plaît pas, ben, ils ramènent. On en parle. Pourquoi ça leur a pas plu? Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que c'est pas vraiment ça qu'ils voulaient lire. Donc, ben, si c'est pas vraiment ça, je les guide sur un autre livre ou sur d'autres livres. Et comme ça, je vois celui qui lui parle le plus. Voilà. Pour moi, c'est cette démarche-là. C'est vraiment que les personnes puissent connaître d'autres auteurs, d'autres maisons d'édition, Mhm. d'autres choses. Voilà. Mais C'est alors, comment ces personnes-là te trouvent, entendent parler de toi? Parce que pour pouvoir te demander conseil ou emprunter un livre, il faut d'abord savoir que tu existes. voilà, tout à fait. Ben, mon association, elle s'est créée sur Audange, là où je demeure, donc en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. Et donc, ben, ça se fait de bouche à oreille. Là, bientôt, je vais démarrer les conférences. Donc, je vais lancer des conférences, inviter des conférenciers, et puis petit à petit, ben, ça se fera comme ça. Et D'accord. je vais faire au mois de septembre le forum des associations pour présenter mon association et voilà, ouvrir un maximum aux personnes désireuses de lire ce genre de livre. Donc, c'est encore des emprunts qui se font à l'échelle locale, en fait, pour Voilà, le tout moment. à fait. Ouais. Ah oui, ben, de Mm. toute façon, oui, parce qu'il faut le ramener à la maison, le livre.
Moi, Ouais. j'en vois pas les livres. Non, non, parce que sinon, autant acheter le livre. Au prix de la Oui. poste, autant Ouais. acheter le Ouais. livre. Ouais. Non, non. Par contre, quand tu me disais que oui, mes livres sont classés par, alors c'est la colonne index, où là, c'est tous ceux que j'ai lus. Et Ah, c'est d'accord. auteur de A à Z. Celle que tu as vue, c'est vraiment celle qui figure dans la colonne association. Donc là, c'est le Ah, catalogue. ah, ah. Un peu plus bas, il y a la colonne index. Et là, c'est vraiment tous ceux que j'ai lus. Mhm. Ouais. Voilà. Mais effectivement, ça fait très longtemps que je lis ce genre d'ouvrage. Ouais. J'en ai lu beaucoup et ils m'ont beaucoup aidé. Beaucoup aidé, ouais. Alors, est-ce que tu creuses à fond un sujet, un thème précis, et ensuite, quand tu as l'impression d'avoir fait le tour ou que tu as un petit peu une overdose du sujet, tu glisses sur un différent thème? Comment tu choisis tes lectures, celles que tu vas lire, consommer Ah, toi? ça dépend. Ça dépend. Des fois, j'ai envie de lire sur les expériences de mort imminente. Des fois, ce sera plus sur les peuples autochtones pour voir, pour connaître leur culture, leur vision du monde, leur vision de la mort. Mhm. Euh, Après, en fin de compte, tout m'intéresse. Le monde animal m'intéresse aussi, le monde végétal aussi, parce qu'on est encore dans les communications. Parce que quand on voit que les arbres communiquent entre eux, ça c'est extraordinaire. Donc on est vraiment dans un monde d'information. Oui, Où en fin de compte, c'est pour ça qu'on arrive à avoir certains signes, certaines connexions, parce que c'est comme si qu'on était dans un gros réseau, hein, comme un peu le réseau Internet, une grande toile où on arrive à voir toutes ces informations qui arrivent. Les arbres arrivent à communiquer entre eux, mais nous, moi, je suis sûre qu'on pourrait, peut-être dans l'avenir, communiquer par télépathie. Ça mm, existe mm, déjà, mais mm. voilà. Mais nous, je pense que tous ces sens se sont atrophiés depuis qu'on est vraiment devenu très matérialiste. On est Et vraiment déconnecté de tout ça. Ouais, déconnecté ouais, de ouais, ouais. l'essentiel. Mm, On est déraciné hein, complètement. mm. Oui, tu parlais des arbres, pour le coup, c'est une belle métaphore, puisque on peut, quand on fait un câlin à un arbre, il y a des personnes, j'ai ma tante qui est très sensible et qui le fait régulièrement parce qu'elle me dit, mais je sens, alors moi je sens pas la vibration de l'arbre, mais il y a des choses auxquelles je vais être plus sensible. Bon, en fait, chacun fait avec son ressenti. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont aucun de ressenti en fait. C'est plat au niveau des sensations, des vibrations. Et donc, si on n'a pas de moyen d'aller sonder en fait ce Mm, qu'on a, ce que notre âme ou notre cœur nous dit, ben évidemment, c'est plus difficile de naviguer comme ça, quoi. mm. Mm. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est tout ce genre de livres, y compris les romans initiatiques, parce que moi je trouve qu'une personne qui vient et qui me dit, ouais, mais moi je suis pas habituée à ce genre d'ouvrage, qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, souvent c'est bien de commencer par des romans initiatiques qui nous amènent un petit peu à ça, parce que bien sûr c'est des romans initiatiques autour de la communication avec l'invisible, voilà. Il y en a qui ont écrit, le docteur Charbonnier, déjà il avait écrit autour de ça aussi. Il a commencé par écrire des romans initiatiques, mais voilà, et je trouve que c'est bien, c'est une première démarche que d'un seul coup de plonger directement dans des livres d'expérienceurs ou de médiumnité, ou voilà, je Mm. trouve que le roman initiatique aussi a son rôle à jouer là-dedans. Et donc pour permettre aux gens de vraiment s'ouvrir à ça. Donc il y a ça aussi, bon, bon là c'est très peu ce que j'ai derrière, mais voilà, et mon but plus tard, c'est de mettre tous les livres dans un local et puis de faire un centre de rencontre et de partage, et puis de faire des tables rondes, d'en discuter, de parler du deuil, de parler de tout ce qui nous entoure, même jusqu'à la physique quantique, parce que moi, je trouve que c'est passionnant aussi comme thème, parce que ça nous ouvre des portes, c'est vertigineux. C'est Oui. vertigineux, donc moi, tout me passionne. Donc, non, en fin de compte, je fais jamais comme tu disais, une overdose, je sais Oui, plus ce que... Non, non, ça non, parce que il y a tellement, c'est tellement riche tous ces témoignages qu'en fin de compte, moi ce que j'aime, c'est comme quand je lis un ouvrage, je sors certains passages, parce que je me dis, tiens, ça c'est important, ce qu'elle dit, tiens, c'est important. Et en fin de compte, quand je lis d'autres livres, ben, ce sont des puzzles. Lui a oui. vécu ça, mais ce qu'elle vit, c'est assez proche. Et je vois un petit peu, je commence à voir un petit peu un aperçu de ce qu'on peut vivre quand on quitte cette terre. Parce qu'il y en a qui parlent du tunnel, d'autres qui ne vont pas en parler, qui vont arriver directement dans le lieu. Donc c'est intéressant de voir chacun ce qu'il a pu vivre.
qu'il a pu voir, parce qu'il y a aussi les expériences de mort négatives, imminentes de mort, expérience EMI négative. Et là, ben, c'est aussi intéressant. J'ai fait un article là-dessus sur un monsieur qui témoigne enfin, dans une vidéo YouTube que j'ai mise sur mon blog. Il parle de son EMI négative. Mais c'est aussi intéressant de savoir ça, de connaître ça. Oui. Ouais. Docteur Eben Alexander, dans son... Comment il s'appelle ça? Le premier qu'il a écrit. Là où il raconte son Oui. expérience justement de mort, mort imminente, parce qu'on va l'appeler comme ça, mais ça, il y a plusieurs dénominations maintenant. Euh, Ça commence pas très bien pour lui, hein, en Ah fait. non, c'est la preuve du paradis. La preuve du paradis, c'est ça. Ouais. Ah oui, non, 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 ça commence pas très bien. Non, ça c'est sûr. Bon, ça peut Mais faire peur aux gens. Faut pas qu'ils, peut-être qu'ils commencent par ça, parce que c'est pas la non, voilà. majorité. Non, non, tout Mm, à fait. mm, Tout à fait. Mais en même temps, il l'explique parce que lui, il ne croyait en rien. oui. En rien. C'est Pour pour lui, ça que son témoignage est intéressant, parce qu'il n'y avait pas il est plus intéressant parce qu'il cartésien est. scientifique que lui. Voilà. Mm, Et pourquoi il a vécu ça? Parce qu'il est parti avec ses pensées. Il est oui, parti en se disant de toute façon, il n'y a rien. Parce qu'en fin de compte, ça s'imprime. Nos pensées, on part avec. Si vous mourrez en colère, vous allez être entouré de noirceur. Tout ça, il l'explique. Il y a beaucoup de témoignages qui l'expliquent. Nos pensées sont très importantes. Alors là, c'est incroyable ce que je peux lire comme livre là-dessus, comme témoignage, que ça vient de médiumnité, que ça vient de divers horizons. Les pensées sont extrêmement importantes, même au niveau des livres bouddhistes. Tous le disent. Tous le disent que les pensées, il faut faire attention à nos pensées. Et donc, Eben Alexander, je trouve que c'est flagrant. Lui, il dit non, non, au début, les expériences de mort imminente, pour lui, c'était des hallucinations. Pour lui, la mort, c'était on t'enterre, c'est fini, t'es dans le noir, terminé. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Mais il a vécu ça. Il a vécu ça au début. ouais. Au début. Et ça m'a fait vraiment penser, quand j'ai lu son témoignage, au film Nos Solars, qui montre quand une personne décède, qu'est-ce qu'elle peut vivre. Et Nos Solars, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est un médium. C'est euh, Chico Javier, je crois Voilà, qu'il a. c'est Ouais, ça, ouais, je l'ai c'est pas ça, lu, mais j'ai ouais, qui entendu a parler. expliqué, voilà, ah, ça c'est un film à voir, ça c'est un film incroyable, et ça décrit très bien ce que l'on peut vivre quand on part avec des pensées, bah, des pensées on va dire négatives, mais c'est plus que ça, quoi, c'est quand on est persuadé d'une chose, quand on a une certitude, que dire non mais il n'y a rien, c'est sûr, je vais me retrouver dans le noir, bah oui, tu es sûr, tu vas te retrouver dans le noir, En fait, puisque tout est vibration, donc ça j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, mais maintenant tout fait sens. Euh, la loi de l'attraction, c'est on attire ce qu'on vibre. Donc si et c'est aussi pour ça que certaines personnes ne reçoivent pas ou en tout cas ne voient pas les signes, c'est que si on vibre le manque, la tristesse, la douleur, ou plus on est dans l'attente, plus de l'autre côté c'est comme un miroir, on nous renvoie cette tristesse, cette douleur, cette attente. tout à Donc c'est fait, aussi pour ça que quand on dit alors les petites affirmations positives, etc. Oui, mais donc si on conditionne la partie inconsciente de nous qui fait pour beaucoup plus que qui tient pour une plus grande proportion que la partie consciente, si on la conditionne avec des pensées positives, on va attirer euh, bah, du coup, c'est ça, quoi. Et oui, je pense que, je sais pas si c'est ton interprétation à toi, mais tu parlais de certains voient un tunnel, certains n'en voient pas, certains arrivent directement dans le lieu, certains ont des expériences négatives, etc. Et puis certains voient Jésus ou Bouddha ou, enfin voilà, donc le Dieu en lequel ils croient. Si parce que finalement, je pense pas qu'il y ait un endroit, peut-être peut-être que ça va évoluer, ma perception, mais en tout cas, en ce moment, je pense pas qu'il y ait un endroit presque physique ou réel qui existe, mais que simplement l'esprit euh, ce qu'on voit, en fait, c'est un reflet du prisme de notre pensée. Et c'est notre réalité qu'on se crée, et c'est donc la réalité dans laquelle on arrive. tout à fait. Mm. Tout à fait. Et ça aussi, ils le disent dans les témoins. Alors là, on va plus trouver ça dans les témoins de l'invisible,
où c'est des jeunes qui sont rentrés en contact, où il y a d'autres personnes, il n'y a pas que des jeunes, mais qui sont rentrés en contact soit avec des membres de leur famille. Donc là, je pense à Pierre Monnier qui est mort sur le front d'Argonne en 1915 et qui est rentré en contact avec sa mère quelque temps après. Et il lui raconte ses premiers pas dans l'au-delà. Il y a aussi Roland de Jouvenel. Il y a Paquis, il y a beaucoup de jeunes comme ça dans ces époques-là qui racontent, et c'est très intéressant parce qu'ils disent on construit notre au-delà, entre guillemets, parce Mhm. qu'il disait, C'est ça. oui, il y a même des gens qui ont eu des maisons, qui continuent à faire du jardinage, qui continuent, mais tout ça, c'est leur réalité. Oui. C'est leur réalité. Et parce qu'il y a différents, enfin, c'est compliqué, mais il y a différents plans. Il y aurait différents, il y en a qui appellent sphères, plans ou demeures, mais c'est vrai que là, là, si on pense à la phrase de Jésus, il y a différentes demeures dans le royaume de mon Père, mais c'est exactement ça quand il parle de différents plans, de différentes sphères. Tout dépend de notre vibration, tout dépend Mm. de ce qu'on a vécu sur Terre, de comment on a été. Et en fin de compte, ben, on va retrouver des personnes qui vont être proches du plan terrestre, d'autres bah, qui seront beaucoup plus évoluées, qui seront sur d'autres plans. Le film Nos Solar le montre aussi très bien. Et donc oui, effectivement, on crée notre au-delà, comme on crée notre vie sur Terre, on crée notre au-delà. Et c'est assez incroyable, c'est fou, quoi. C'est pour ça que moi, je me dis, quand je lis tous ces livres-là, je me dis, moi, quand je vais partir, je veux même pas, je suis même pas en train d'imaginer ce que je vais voir. Je veux qu'on me surprenne, quoi. Et en Mhm. gros, je m'attends à rien. Je m'attends à rien. Je m'attends pas à du noir, mais je m'attends à du beau. De toute façon, je sais pour moi que la vie continue. Mais je m'attends pas à voir un tunnel. Je m'attends pas. Voilà. Je me dis, voilà, je voudrais voir ce que c'est. Voilà, je veux rester dans cette découverte, dans cet émerveillement, parce que je suis sûre que ça sera quelque chose de magnifique. Mm. Mm. Donc, ta spiritualité fait que tu n'appréhendes pas la mort avec peur. Non, Mm. non, 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 pas du tout. Non, non. Mais non, parce que, en fin de compte, ce qui ferait peur, c'est comment je vais mourir. Est-ce Mm. que je vais souffrir? En fin de compte, c'est la souffrance. Oui. Et le fait de mourir, non, alors là, pas du tout. Ah, non. Parce que pour moi, c'est pas une mort, c'est une renaissance. C'est autre chose. On quitte cette enveloppe euh, corporelle, cette enveloppe faite de chair, mais voilà, c'est tout. C'est comme tu dis dans ton livre, on sort d'une voiture, d'un véhicule, mais c'est Mm. exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Il y a l'image du véhicule que j'utilise dans un de mes chapitres, donc comme une carcasse de voiture qui va partir à la casse, Mm. parfois dont on peut réutiliser les pièces détachées. J'aborde un tout petit peu la question du don d'organes, de la nécessité d'en parler avec son entourage. Euh, le médium spirit Alan Kardec, lui, il parle de vêtements qu'on Mm. change. Et puis j'ai aussi souvent dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais les mues de cigales Ah oui, comme image en fait. Mm. bah oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est entièrement ça. Et c'est ça, donc pour moi, je me dis, bon, ben voilà, puis en plus, on pourrait presque dire que c'est réconfortant parce que tous ceux qui sont partis et qui sont revenus disent, oh, mais quand je suis allée de l'autre côté, je me sentais chez moi, je Mm. rentrais chez moi, Oui, j'étais enfin à la maison. oui, Et voilà, je veux dire, c'est magnifique. Et puis même quand on assiste à des médiumnités en salle, moi je suis allée voir pour voir comment que ça se passait et pour voir qu'est-ce qu'il en sortait, bah, c'est souvent ah mais je suis bien, j'ai retrouvé un tel, j'ai retrouvé. C'est que de la joie, c'est que de la joie. Il n'y a même plus de mort, c'est fini. C'est nous en fin de compte. Eux, c'est eux les vivants, c'est nous les survivants. Nous c'est dur ce qu'on vit là. Eux, après, une fois de l'autre côté, au contraire, il y a jamais de messages terribles, c'est que des messages d'amour, de joie, c'est extraordinaire. oui, oui. Alors, c'est peut-être un tout petit peu différent, mais enfin, quoique, bon, je pense qu'il y a un lien, parce que tu as dit que tu étais praticienne en fleurs de bac Mhm. également. Alors, je ne sais pas si on peut dire que les fleurs de bac appartiennent au domaine de la spiritualité. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, tu m'as envoyé très gentiment un petit flacon que j'ai commencé c'est la deuxième semaine là. Donc, je te donnerai mon feedback. Je t'ai déjà donné quelques-uns de mes ressentis. Je ne sais pas si c'est quelque chose de spirituel puisque le docteur qui les a
qui a trouvé ces plantes et qui a mis au point ces élixirs, etc. C'était une démarche scientifique sur les propriétés des plantes. Mais en tout cas, comme elles ont comme vertu d'agir sur les émotions, je me dis que au moins elles peuvent peut-être entrer en jeu pour potentiellement aider une personne qui est dans le deuil pour gérer ses émotions. Ah oui, bien sûr, complètement, complètement. Alors, quand c'est un choc qui vient d'arriver, un deuil, un traumatisme, là, il y a le flacon le plus connu qui est le Rescue. Donc là, on le prend parce que c'est vraiment le Rescue, le remède d'urgence. L'urgence, ouais. Voilà. Mais après, oui, quand la personne voit qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, ça peut être. Alors, bien sûr, c'est pas, je suis pas psychologue, donc il y a des personnes, c'est mieux d'aller voir des psychologues. Mais en même temps, les psychologues donnent maintenant des fleurs de bac Ah parce oui? que ça aide à ce que l'émotion ne soit pas trop pesante. Mhm. Euh, effectivement vivre le deuil, mais sans que ça nous bloque dans notre vie. On va penser à la personne, mais sans d'être plongé dans un chagrin. Ces fleurs-là vont nous amener, en fin de compte, à une libération, à pouvoir faire les choses, à ce que l'émotion soit moins ancrée. Et petit à petit, bah, comment dire, ce déséquilibre, parce qu'en fin de compte, c'est presque un déséquilibre qui arrive suite à un choc, Mhm. ben, ça va tout petit se rééquilibrer et la personne pourra continuer à vivre sa vie et en étant moins dans le chagrin, moins dans la lourdeur de la vie, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à se dire, ben, moi je vais le rejoindre, ceci, cela. Donc voilà, donc c'est tout autant le suivi psychologie, mais tout autant aussi ces fleurs en complément, c'est très bien. C'est Mhm. très très bien parce que ça aide à se détacher du passé, à se détacher de se dire, on peut reparler du passé, mais sans que ça nous plombe, quoi, sans qu'on se dise, mais moi, je peux plus vivre. Voilà, c'est vraiment une aide. Ça, je l'ai vu aussi, c'est vraiment une aide incroyable, ces fleurs. Et le docteur Bach, oui, bien sûr, le disait que de toute façon, dès qu'on commence à rééquilibrer les émotions, bah, petit à petit, c'est la première strate de l'oignon, parce qu'en fin de compte, nous, on est constitué, hein, les émotions, c'est constitué de plusieurs couches, et on va arriver à notre être spirituel, à qui nous sommes réellement. Quand on est débarrassé de toutes ces émotions de peur, d'angoisse, qui en fin de compte nous bloquent dans notre vie, ben, on se retrouve à n'être plus nous, Mhm. puisqu'on n'arrive même pas à être qui on est, si on est envahi par toutes ces émotions qu'on n'arrive plus à gérer. Donc, ben, dès qu'elles commencent à se rééquilibrer, en fin de compte, on fait presque comment dire, on se retrouve, on se dit, ah ben oui, je suis capable de faire ça. Mhm. Ah ben oui, on s'étonne même qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ah mais moi, ça m'a permis de faire ça, ça m'a permis, ah, j'ai senti plus de confiance en moi, donc du coup, ben, je suis allée voir un tel alors que j'osais pas, j'ai fait ceci alors que j'osais pas. Voilà, ces fleurs, oui, amènent tout ça. Je voudrais faire une précision qui me semble importante, c'est que il s'agit pas de d'annihiler ou de nier en fait les émotions de tristesse extrême, de colère, de dépression, etc. Parce qu'il faut les traverser et qu'elles sont non seulement nécessaires, mais aussi complètement normales et attendues. En fait, qu'il n'y a pas de réflexe miracle et qu'on n'essaie pas Non, d'enlever non, ses émotions, mais peut-être non, non. de pouvoir les traverser un petit peu Mais mieux, voilà, une les petite aide. traverser, mais plus en douceur, on Mm. va dire. Parce que c'est vraiment un rééquilibrage. Et c'est pas la première goutte des fleurs que ça y est. Non, non, non. Mm. Il faut attendre que les fleurs fassent le travail en vous-même, que vous êtes aussi prête à faire ce travail en vous-même. Parce qu'en fin de compte, les fleurs apportent une aide. Mais si vous voulez pas qu'il y a des fleurs, il y a des personnes qui vont me dire, bah oui, non, mais qui vont peut-être se dire, non, mais moi, je suis coléreuse, mais parce que j'ai un fort caractère. Non, non, ça ne veut rien dire. On peut avoir un fort caractère et coléreux, mais la colère peut l'emporter et après, vous allez devenir presque irascible. Et ça va plus. C'est vraiment une émotion qui est débordante. Ça n'a plus rien à voir avec le caractère. Mais elles veulent pas parce qu'elles se sont identifiées à ça. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de fort caractère, voilà, j'aime bien Mm. m'imposer et tout ça. Mais à force, elles en souffrent. Elles en souffrent Oui. parce que les gens les fuient, parce que des personnes comme ça, ben, des fois, c'est pas agréable. Donc voilà, les fleurs, elles, c'est vraiment petit à petit, elles amènent un équilibre. Parce que les émotions, c'est nous, c'est de la nature humaine, c'est ce qui nous constitue.
Mais dès qu'elles sont trop débordantes, dès qu'elles sont trop envahissantes, c'est là qu'il faut commencer à les Et rééduquer. handicapante, oui. Et handicapantes, bien C'est sûr. intéressant ce que tu dis sur la colère, puisque la personne va s'identifier et en faire son trait de caractère, dont elle peut d'ailleurs être assez fière, etc., etc. Mais j'avais trouvé très intéressant, je connais une personne qui est endeuillée en ce moment. Le deuil est assez, enfin le décès est encore assez récent. Et quand je lui ai proposé donc une aide extérieure, donc une hypnothérapeute qui peut aider à, en fait détacher un petit peu les émotions par rapport à, tu vois, quand on entend une chanson ou on a des choses qui sont associées et donc à chaque fois qu'on a ce trigger, ce déclencheur, on retourne dans cet état d'émotion très douloureux. Donc je lui ai dit, ben, ça pourrait être à explorer, si tu veux, je peux te passer le numéro. Et elle m'a dit, bon, peut-être plus tard, on verra, parce que pour l'instant, ma tristesse et tout, j'en ai encore besoin. C'est vrai Voilà, que les émotions peuvent être utiles, elle n'est pas prête à la lâcher, parce que pour tout à l'instant, fait. lâcher sa tristesse, ça veut dire un peu oublier la personne, ou elle a besoin encore de ce lien. Mais une fois qu'il commence à devenir un peu trop usé ou inutile, pour pouvoir passer à l'étape d'après dans son cheminement, c'est important de lâcher cette émotion. Mm. Oui, ah oui, tout à fait. Bah oui, parce que c'est. Mais je la comprends. Mm. Parce que pour elle, ça voudra dire que si elle est plus triste, c'est de Oui. l'enterrer une seconde fois. Mm. Et, donc pour elle, le fait qu'elle garde sa tristesse, c'est le fait qu'elle garde ce lien avec cette personne qui est partie. Donc, mais tout ça, de toute façon, il faut rien brusquer. C'est aux personnes de savoir ce qu'il leur faut. Donc c'est bien que tu lui aies proposé ça parce que elle va vivre ces étapes-là et puis après, elle se dira, ben là, oui, effectivement, ce serait bien que je sois moins triste parce que je vois que j'arrive plus moi-même à vivre ma propre vie. Oui. Donc là, elle pourra effectivement faire cette thérapie. C'est C'est donner le choix, tout comme toi c'est tu donnes ça, les ressources, tu dis, bon, mais exactement. il y a ces possibilités, il y a ces options-là qui existent, il y a ces ouvrages-là, il y a ces... voilà. Et puis, c'est pas du... les gens veulent bien faire peut-être en donnant des conseils, parfois non sollicités d'ailleurs, sur le tu devrais faire ci, tu devrais te sentir comme ça, tu Mm. devrais faire sortir, tu devrais. Mais bon, quand on n'en est pas là, voilà, comme Non, tu dis, faut non, pas, faut laisser le non, temps au tout à temps. fait. Ce qui est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup, enfin le temps, il se vit en accéléré dans notre société maintenant. Même là, je crois qu'ils ont récemment rallongé en fait le congé parental pour donc les parents qui viennent de perdre un enfant, je crois. C'était 3 jours, un truc comme ça. Mm. Mm. Je crois que c'est Ah peut-être non, une semaine ou enfin un peu plus. Je me rappelle plus. Mm. Mais tu fais pas ton deuil de ton enfant dans 3 jours ou une semaine Non, non, ou non, non. même 3 ou 4 ou 5. Enfin, Ben non, voilà, puis on on est va dans trop une... vite. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, voilà. On est dans une société où il faut aller vite, faut aller vite. La personne, elle est décédée, bon, ça y est, tu vas la pleurer quelques jours, maintenant tu passes à autre chose. Combien de Oui, fois? allez, il faut se Allez, relever. maintenant, Ouais. faut te remuer. Non, non. Mm, Si chacun doit faire. Alors, faire son deuil, j'aime pas trop dire cette expression parce que mm, ça fait vraiment, bah tiens, je vais faire mon deuil, comme tiens, je vais faire mes courses. Non, on vit son deuil. On vit mm, son deuil, on le traverse. Et en fin de compte, chacun le fait à sa façon. Et on ne doit pas critiquer. Moi, mon père, quand ma maman est partie, bah, en un an de temps, on a perdu mon frère et puis ma mère. mm, Bah, lui, il s'est retrouvé tout seul. Bah, il a mis des photos partout de ma mère. C'était mm, sa façon. Alors que ça aurait pu déranger, à dire, oh là, mais tu vas ranger tout ça, ça y est. Il y en a mm. qui supportent pas, mais Ouais, c'était sa ouais, façon à lui. ouais. Moi, je n'ai rien dit. Moi, j'avais une autre façon de vivre ce deuil, de vivre la perte de ma maman. Après, bon, on en a parlé tous les deux parce que lui, il aimait aller aussi beaucoup au cimetière. Donc et après, c'est intéressant aussi j'ai attendu. Quand il allait beaucoup au cimetière, c'est là que je lui disais, tu sais, ils sont pas là. Ils sont pas là. Donc, je lui ai expliqué ce que disaient les personnes, les expérienceurs, tout ça, que les cimetières sont vides. En fin de compte, c'est qu'un grand vestiaire de vêtements. On va dire Mm, ça, mhm, voilà. Mais ce qui est bien, et je regrette pas d'avoir dit ça, parce que plus ça allait, plus on parlait de ça avec mon père, plus j'arrivais à lui dire,
bah, tu sais, maman, Franck, voilà, ils sont là. Enfin voilà, je lui lançais quelques petites phrases comme ça. Mais c'était pas toujours dans. C'est vraiment quand je voyais qu'il était pas bien, triste, et je lui disais, bah, tu sais, voilà ce qu'ils disent certains livres, tu vois. Nana. Alors, il disait, ah oui, j'espère, j'espère. Et ben Mm. au moment quand il est parti en décembre 2020, euh, j'étais près de lui, et puis pratiquement la veille de son départ. Il me dit, d'un seul coup, il voit quelque chose contre le mur de sa chambre. Il me dit, oh là là, il m'a dit, regarde, t'as vu la lumière? Moi, je Ouais. regarde le mur, moi, je vois rien du tout. Je lui dis, non, je vois pas de lumière. Il me dit, si, regarde là. Je dis, écoute, je vois pas, mais toi, si tu la vois, c'est super. Ben, je dis, tu vois cette lumière-là? C'est celui-là. Ouais. Ouais. Voilà. Et Oui, il est c'est parti. fort ce que tu as pu faire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de retenir. Mm. Euh, mais oui, parce que bon, t'es au courant aussi qu'il y a beaucoup comment ça s'appelle, les visions d'avant-décès ou pas de mort imminente, mais voilà, il est fréquent que VSCD? des mourants. Oui, mais c'est un type particulier de VSCD, ça a un autre nom dédié, mais les personnes mourantes qui voient souvent ou de la lumière ou des personnes qui sont parties depuis longtemps qui les voient à leur chevet, qui savent que ils vont les emmener, etc. et que ça les apaise. Oui, voilà, c'est Il y ça. a un terme pour ça, mais C'est ça. j'ai oublié. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu as su que c'était ça, en fait, et tu as eu le courage, en fait, de ne pas vouloir le dire, non, reste avec moi, mais vas-y, en fait, pour Oui, qu'il voilà, parte exactement. apaisé et que ça se passe bien pour lui. Voilà, tout Mm, à fait. C'est tout à fait. Et moi, ça m'a fait un. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il voit cette lumière. mm, Et puis, bah, je l'ai senti apaisé. À ce moment-là, je l'ai senti apaisé. Et puis, je me suis dit, bon, bah, ça m'a réconfortée. Je me suis dit, bon, bah, je sais qu'il ne sera pas seul. Je sais que là, il va bien partir, qu'il va être mm, accueilli et il va être heureux. Il va être heureux. Même si moi, ça m'a fait mal de perdre mon papa parce que j'étais pareil, très attachée à mon papa. On était très complices tous les deux. Mais avec ce qu'il avait vécu lui aussi, je me suis dit, moi je le voyais, j'avais toujours l'image de me dire, mais il va revoir mon petit frère, il va revoir ouais. maman, mais c'est extraordinaire, c'est un beau cadeau pour lui, c'est magnifique, Mhm, mhm. c'est magnifique. Donc, donc voilà, je pense que tout ça, ça m'a montré qu'on peut avoir un regard différent, mais vraiment différent sur la mort, et puis d'aider, d'être présent pour ceux qui vont franchir, qui vont franchir ce voile, et puis si on peut être à côté, et puis si on peut les aider, les accompagner, c'est formidable. Faut pas que ça fasse peur. Parce que c'est ça qui est aussi terrible dans notre société, c'est que quand je travaillais en maison de retraite, bon, ça arrivait, hein, bien sûr, des décès. Et quand la personne décédait, bah, les filles autour de moi, qui étaient pourtant, bah, il y avait des aides-soignantes ou il y avait d'autres personnes, elles n'osaient plus rentrer dans la chambre parce que il y avait un mort, parce que le mort faisait peur. C'est quand même terrible. Donc, comme on avait encore des vêtements à la personne qui montait de la laverie, il fallait les ranger dans la chambre. Et non, non, moi, je rentre pas. Hein, moi, je rentre pas. Ben, moi, je rentrais. Je rentrais, je parlais aux morts. Je disais, ben voilà, ça, c'était vos vêtements quand vous étiez sur Terre. Et, alors, les filles, elles étaient là, elles regardaient. Non, mais il va arrêter de regarder des films d'horreur. C'est c'est fou d'avoir peur comme ça. Je veux dire, il va pas se lever, le mort. Il va pas. Voilà. C'est vraiment la peur de la mort. Enfin, c'est fou, quoi. Alors, donc, je mettrai les liens pour te trouver, pour te suivre, pour te contacter dans la description du contenu de l'épisode. Est-ce que tu pourrais, toi, dire où est-ce que, donc peut-être ton adresse de site, tu pourrais la Oui. rappeler? Moi, c'est les lectures de florinette.fr. Voilà. Et Est-ce que... pour, Oui, oui, vas-y, et pour l'autre, c'est les fleurs de bac de florinette.fr. je mettrai les deux. Ok, Voilà. ça marche. Je te pose quelques petites dernières questions à brûle pour point. Il y en a qui sont pas faciles, mais c'est juste pour savoir ce qui te vient à l'esprit en premier. D'accord? Qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité? C'est de trouver un sens à sa vie. Et justement, quel est le but de la vie, le sens de la vie selon toi? C'est d'être heureux, d'apporter le bonheur, la joie et l'amour aux autres. Est-ce que tu as une routine ou un rituel de lecture, de travail dans ta vie? Non, pas du tout. Non.
Non, j'accueille la journée, moi. Dès que je me D'accord. lève, j'accueille la journée. Ouais. Et attends, j'avais une autre question, mais elle a disparu là. Est-ce que tu as une devise? Une devise? Ah non, j'ai pas de devise. Ah non, j'ai pas du tout. Ah, j'ai jamais réfléchi à ça. Hmm. Non, j'ai pas de devise, non. Non, mais ça vient, si tu en as une Ouais, qui ouais. t'accompagne dans la vie, elle vient spontanément, pas Non, particulièrement ouais, alors. ouais, non, 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 là, je vois pas du tout, là. Je vois pas du tout. Moi, je Moi, dirais pas, n'attendez pas, oui, vivez. n'attendez pas, vivez. Hmm. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter dont on n'aurait peut-être pas parlé? Bah non, non, écoute, je pense qu'on a fait le tour et c'était vraiment très, très sympa de pouvoir partager avec toi, de parler de ce thème-là. Je trouve que deuil et spiritualité, c'est très important. Mm. Et c'est bien aussi, je pense que j'aimerais aussi dire quelques mots sur alors, je sais pas si qu'a fait Florence Comte sur ce journal de deuil et spiritualité. Parce que Oui. si en fin de compte, voilà, par rapport à ce journal qu'elle a pu écrire, ben, j'ai trouvé ça vraiment cette démarche très importante parce que quand j'ai perdu donc ma maman, même avec tout ce que j'ai pu savoir, malgré tout la tristesse est là, eh ben j'aurais aimé avoir un journal comme ça pour Mm. un petit peu parce que ça m'aurait permis de m'exprimer, que moi je me suis exprimée plusieurs temps après. Parce que cette peine, en fin de compte, je n'arrivais pas à la partager oralement. Et ça m'a fait du bien d'écrire tout ce que j'avais vécu, tous les signes que j'avais vécus. Mais j'aurais aimé avoir un journal comme ça qui, en fin de compte, ben, nous invite à faire étape par étape ce que nous traversons. Ouais. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça que c'était une très bonne idée de pouvoir éditer un journal comme celui de Florence Comte. Bah, justement, donc elle va nous en parler de son journal parce que donc elle va venir sur le podcast, ça sera Mhm. l'épisode suivant. D'accord. Elle a écrit plusieurs livres. Mhm. Je sais que vous êtes amis, on est Oui, devenus aussi amis récemment. Et elle fait un super travail oui. aussi. Ah. L'écriture thérapeutique l'intéresse. Mhm. Et c'est vrai que ça soit au jour le jour compilé dans son journal pour pouvoir avancer quand on est en mode survie, c'est très important. Et puis je pense que ça peut aussi être rétrospectivement, peut-être quelques années plus tard, quand on reprend ce cahier, et ben de voir en fait tout le chemin qu'on a réussi à parcourir et puis C'est d'être ça, fier de soi aussi. tout à fait, Mm. tout à fait. C'est là qu'on voit que bah, c'est vrai que moi j'ai écrit pendant pas mal d'années et quand je relis un petit peu mes journaux, je me dis waouh, j'ai changé quoi, je suis Ah, plus la même. ah. Il y a la Mm. Florinette d'avant et la Florinette d'après. Ah, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de phrases que tu utilises qui sont dans mon livre, que ça soit il n'y a plus rien, on est dans une boîte, il se passe plus rien, ou alors là le jour où ma vie a basculé, le soir même, mon mari m'a dit si je comprends bien, il y avait la Jessica d'avant, il y aura la Jessica d'après. On change, mais en fait On change. normalement toute personne normalement constituée devrait changer. Personne ne Oui. devrait être le même qu'il y a 10 ans Ben non, bien sûr. normalement. Mais Ben non, non, puisque c'est aussi toutes les expériences qu'on traverse dans la vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. C'est ça aussi qui nous fait grandir. C'est des très beaux mots pour terminer cet épisode. Donc, je te remercie vraiment pour ton temps, Ouais. pour ta participation. Puis, je te souhaite vraiment une bonne continuation dans tes projets. Ben, merci beaucoup. Merci Jessica. Merci à toi. Et pour ce beau moment de partage. Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description.